Bonsoir Nicolas Hénin, consultant BFM TV. Bonsoir Régis Le Sommier, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, auteur de Daesh, l'histoire chez Martinet. Un élément marquant ces dernières heures, messieurs, à la suite de ces attentats, c'est la ligne de défense de Salah Abdeslam. Il a dans un premier temps dit qu'il souhaitait complètement collaborer. Son avocat a même exprimé la volonté d'en faire un repenti. Puis il a dit qu'il ne voulait plus du tout parler, en tout cas en Belgique, et demande maintenant à être extradé le plus rapidement possible vers la France. Nicolas Hénin, on a du mal un peu à comprendre ce qu'il est en train de faire. Clairement, les attentats ont changé complètement son état d'esprit. Avant les attentats, il était prêt à passer à table, mais ne voulait pas entendre parler de la France. Après les attentats, finalement, j'ai plus trop envie de parler. Par contre, la France, oui, volontiers. Mais qu'est-ce qui peut déterminer ce changement? Parce qu'en France, il est clairement matériellement impliqué, en tout cas à ce stade de l'enquête. En Belgique, il ne peut pas y avoir de lien entre lui et les attentats. Je veux dire, factuellement, le 13 novembre, il était en prison. Tout à fait. Alors moi je pense qu'il y a une logique chez Abdeslam qui est finalement qu'on retrouve déjà chez dans certains attentats ratés. Souvenez-vous, l'attentat du Thalys a été déjoué de justesse grâce à l'intervention de passagers qui ont désarmé le terroriste potentiel. Qu'est-ce qu'il a dit une fois qu'il a été désarmé? Il a dit, mais en fait je voulais braquer Donc tout de suite, il s'est réfugié dans une ligne de défense. Pardon, je vous coupe un instant, on écoute Bernard Cazeneuve qui parle d'une intervention de police à Argenteuil. Argenteuil, dans le Val d'Oise. Les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du pôle antiterroriste de Paris, conduisent une perquisition dans un immeuble d'habitation. Cet immeuble a été évacué de ses occupants et les opérations de déminage sont en cours afin que les policiers puissent procéder à la perquisition de l'appartement, du parking et des parties communes dans des conditions optimales. Un périmètre de sécurité a été établi autour de l'immeuble par la police nationale et j'ai demandé aux autorités préfectorales de prendre toutes les dispositions adaptées à la situation. Je demande aux médias de bien vouloir se conformer scrupuleusement aux demandes des forces de sécurité en se tenant à distance afin de ne pas gêner les opérations en cours. Cette opération fait suite à une interpellation importante effectuée ce matin par la Direction générale de la sécurité intérieure qui a permis de mettre en échec un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé. L'individu interpellé de nationalité française est suspecté d'être impliqué à un haut niveau dans ce projet. Il évoluait au sein d'un réseau terroriste qui projetait de frapper notre pays. Cette arrestation est le fruit d'une enquête minutieuse, conduite depuis plusieurs semaines et qui a mobilisé d'importants moyens de surveillance physique et technique, ainsi qu'une coopération étroite et constante entre services européens. Elle démontre une fois de plus l'intense activité de nos services antiterroristes. Je rappelle que ce sont déjà 75 individus en lien avec des activités terroristes qui ont été interpellés sur notre territoire depuis le début de l'année 2016. Ces interpellations ont donné lieu à 37 mises en examen et 28 incarcérations. À ce stade, aucun élément tangible ne relie ce projet aux attentats de Paris et de Bruxelles. L'enquête en cours devra établir les contours de cette entreprise criminelle et les éventuelles complicités. Il appartiendra au procureur de Paris, s'il le juge utile en fonction des suites de l'enquête, de rendre public davantage d'éléments. Dans un contexte de menaces terroristes inédits, dont les attentats de Bruxelles ont été une nouvelle manifestation tragique et ont rappelé l'acuité, je veux saluer à nouveau l'action inlassable de nos services de renseignement et de sécurité intérieure antiterroristes. Le gouvernement met tout en œuvre pour protéger les Français de cette menace. Nous restons et resterons d'une vigilance absolue. Je vous remercie. Intervention de Bernard Cazeneuve.
en direct sur BFM TV. Dominique Rizet nous a rejoint. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jean-Baptiste. Le ministre de l'Intérieur confirme donc qu'une opération est en cours à Argenteuil en lien avec une interpellation aujourd'hui. Il reste assez vague en revanche sur le contenu de l'interpellation, du projet d'attentat et de ce qui se passait à Argenteuil. Bon, le ministre veut nous rassurer, le ministre de l'Intérieur veut nous rassurer, nous montrer qu'il se passe des choses en France, que la lutte antiterroriste est au travail. La DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a interpellé un homme. Le ministre de l'Intérieur dit que c'est une opération qui a permis de mettre en échec un projet d'attentat en cours à un haut niveau au sein d'un réseau qui menaçait notre pays. On n'en sait pas plus. L'homme est interpellé, le déminage est sur place pour vérifier si l'appartement est perquisitionnable et on attend de savoir ce qu'on va y trouver. On sait que c'est en lien avec une affaire de terrorisme, que c'est un juge du parquet antiterroriste qui a demandé cette perquisition. Clairement, on est aussi dans une opération de communication dans le contexte actuel parce que la France a peur de ce qu'il pourrait arriver. On sait que Salah Abdeslam va arriver bientôt. Le ministre rappelle 75 interpellations déjà depuis le début de l'année, 37 mises en examen, 28 incarcérations. On demande aux journalistes d'être prudents et en même temps on a un ministre de l'Intérieur qui à 22h30 vient nous dire qu'un homme seul, un seul homme, a été interpellé. C'est une opération, j'ai envie de dire, de routine pour la lutte antiterroriste qui mène des opérations comme ça quasiment tous les jours. Pourquoi ce soir à 22h30 le ministre vient à son pupitre à Beauvau pour parler? Et pourquoi est-ce qu'on est ici pour en parler? Moi, je pense que depuis ce qui s'est passé à Bruxelles, et particulièrement, je pense, dans la journée d'aujourd'hui, il y a eu quand même un vent de panique dans la population. C'est-à-dire que on s'est aperçu qu'il y avait des trous des trous de sécurité absolument énormes. L'histoire d'Ibrahim El-Bakraoui, qui va à Gaziantep, qui est expulsé par les Turcs, qui revient via la Hollande, et puis la Hollande le remet en liberté. On ne sait pas d'ailleurs s'il revenait de Syrie, s'il avait passé du temps en Syrie ou s'il projetait d'y aller. Vu le profil de l'individu déjà, qui a déjà fait de la prison, qui est dans le grand banditisme, qui est connu, etc., qu'on relâche cet individu dans la nature, c'est incroyable. Il y a les deux ministres belges qui du coup proposent leur démission. Les gens commencent à se dire... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment on surveille ces gens qui vont et qui viennent en Syrie? Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui que l'exécutif montre que les choses sont et qu'on agit, etc. Est-ce que cette intervention contribue à rassurer les gens ou contribue à leur faire penser qu'il se trame là à chaque instant quelque chose de gravissime au pied de leur immeuble? C'est un peu à double tranchant. Parce que Argenteuil, moi je vais vous dire, j'habite dans la banlieue, pas très loin. Je suis parti, il y avait des hélicoptères, je me demandais ce que c'était. Voilà, maintenant j'ai compris. Donc on est quand même dans une situation où tout est très tendu, mais il y a un besoin de la part de l'exécutif, et c'est normal, d'arriver, de rassurer. Et je pense que cette intervention, même si c'était une intervention qui arrive assez fréquemment, vous le disiez, toutes les nuits, peut-être pas toutes les nuits, mais en tout cas assez fréquemment, nos services interviennent sur des cas comme ça, ou en tout cas peut-être pas aussi élaborés, mais il y a peut-être dans le contexte un besoin que l'exécutif... Après on ne présume de rien, c'est-à-dire que peut-être que demain Beauvau apportera des précisions factuelles qui démontreront l'importance de l'opération. En tout cas, c'est pas la communication. Dans tous les cas, ce qui est surprenant, c'est de communiquer alors que l'intervention est en cours, et donc sans avoir de bilan à transmettre et sans avoir d'informations tangibles. Le timing de l'information est même Ce qui est toujours très inquiétant, c'est que d'ailleurs l'endroit n'a pas été déminé, l'appartement n'a pas été perquisitionné. On regarde s'il est perquisitionnable, donc c'est toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que ce fait-là, Dominique, est quand même très troublant. Un ministre de l'Intérieur qui vient commenter une opération qui est complètement en cours. Jean-Baptiste, on est tous revenus. On est tous revenus parce que le ministre allait communiquer. Donc sur l'interpellation d'un seul homme à Argenteuil, pour nous dire attention, cet homme il est dangereux et préparer quelque chose à un haut niveau, on est tous là. Le ministre de l'Intérieur communique et puis bon, finalement c'est un homme qui est interpellé. Moi je viens de quitter des policiers là à l'instant. Il y a un type qui vient d'arriver, qui rentre de là-bas, qui est dans l'ouest parisien, qui est rentré dans sa cité, qui vient d'être entendu par des policiers de la lutte antiterroriste. Il est rentré, il est chez lui. Il se passe tous les jours des choses. Pourquoi ce soir cette communication à 22h30 on n'en sait pas tellement plus. Si on nous dit voilà, ça se passe, c'est en train de se passer, il est présumé dangereux, potentiellement dangereux. Individu haut niveau, une opération, un projet d'attentat en cours, mais surtout ne dites rien, soyez prudents.
Et moi, ministre, je communique sur cette opération. C'est vrai que, voilà, il faut, Régis le dit, rassurer la population. Bon, on va revenir aux éléments du puzzle que l'on commence à voir, qui se met en place, Nicolas Hénin, après les attentats tragiques à Bruxelles. Najim Lachraoui, c'était la pièce manquante permettant de faire le lien factuel sûr entre Paris et Bruxelles, disant que c'est aussi était impliqué la dans même la cellule logistique de Paris. Donc déjà, ils avaient favorisé la fuite de membres du commando. Donc les trois qui ont été identifiés permettaient déjà de faire le lien entre les attentats de Paris et ceux de Bruxelles. Aujourd'hui, on a une cellule qui est en phase de démantèlement, qui est exsangue, tellement exsangue qu'elle frappe l'endroit où elle se trouve, où elle se terre. Clairement, hein, le témoignage d'Ibrahim El-Bakraoui retrouvé sur son ordinateur montre que visiblement on a des gens qui sont cernés, qui savent qu'après 4 mois de cavale, après un nombre de perquisitions incroyable, je crois c'est pas chiffrable le nombre de perquisitions conduites par la police belge dans les 3 quartiers de Forêt, de Molenbeek et de Schaerbeek, ça a été voilà. Donc on sait qu'ils se sentaient acculés. Probablement, vu la quantité d'explosifs qui a été trouvée, ils avaient un objectif bien plus important que les attentats qu'ils ont perpétrés. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'ils ont semé la mort dans Bruxelles. Mais quand on a 150 kilos d'acétone chez soi, plus des détonateurs, etc., eh bien, voilà, on se prépare à quelque chose d'une autre ampleur. On a parlé de centrales nucléaires, je ne sais pas si c'est avéré. En tout cas, il y avait une opération de grande envergure en préparation. Et évidemment, la cavale de l'arrestation d'Abdeslam a précipité ces attentats. Beaucoup plus qu'un attentat-suicide, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est un suicide par attentat. Ils étaient acculés, ils n'avaient pas le choix, ils se sont fait sauter en faisant le maximum de dégâts possible, mais avant tout, ils voulaient s'éliminer parce qu'à partir du moment où on a identifié, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, à partir du moment où les membres de cette organisation sont identifiés, sont désignés par les médias, ils sont comme condamnés, ils doivent disparaître. Et d'ailleurs, les deux personnes qui n'ont pas été identifiées du commando de Bruxelles sont celles qui survivent. Oui, les frères Bakraoui, Lachraoui étaient recherchés, il y avait leurs photos dans les postes de police, leurs photos dans les médias, eux sont morts. C'est comme s'ils avaient été poussés au suicide, poussés à l'attentat. Par contre, ils étaient avec eux, il y a une personne à l'aéroport qui n'était pas identifiée, qui ne l'est toujours pas, une personne dans le métro qui a été vue à côté du frère Bakraoui qui n'était pas identifiée. Eux deux survivent. Paris, c'est pareil. Vous regardez, Abaoud et Abdeslam sont les deux qui sortent vivants, finalement, des attentats. Abaoud, visiblement, il y a un dysfonctionnement. Il y a une fuite aussi. Il y a la copine, baptisée Sarah, de la cousine d'Abaoud, qui donne le lien à la police et qui permet de trouver la planque de Saint-Denis. Sinon, probablement, il y avait d'autres opérations en cours. Mais en tout cas, Abdeslam est la personne qui arrive à Bruxelles, qui, d'une certaine façon, c'est pas lui qui réactive le réseau, mais enfin, en tout cas, on a l'impression que le réseau se régénère et que c'est un peu la queue de la comète du 13 novembre. Maintenant, ceux qui sont partis, vont-ils aller ailleurs, activer d'autres cellules? Nous ne le savons pas. Alors, c'est la question que je vais vous poser, parce que, Dominique, lorsque l'on regarde le fil des événements, ils sont tragiques, tellement tragiques qu'ils nous happent. Et donc, on a tendance à oublier qu'il y a des terrorismes, des cellules, et on se dit, tiens, finalement, il y a cette cellule de Verviers, Molenbeek, bref, qui est responsable de tout. Or, il y a des centaines de dangers potentiels. Et si ceux-là sont aujourd'hui mis hors de nuire, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Et puis en plus, c'était écrit dans une note de l'OCAM, l'office qui observe l'analyse criminelle et qui a fait monter la Belgique d'un cran donc dans la menace. Hein. Et donc dans cette note de l'office d'analyse, il y a cette phrase qui est écrite, et c'est écrit inédit. Donc on a beaucoup plus de monde cette fois-ci autour de l'attentat que dans l'attentat. Beaucoup plus de monde dans la préparation, dans l'équipe, des gens qui apportent des moyens, que dans ceux qui vont passer à l'acte. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde autour et qu'on découvre à chaque fois une personne supplémentaire. Donc on en a en fuite actuellement. Il y en a un dans les 4 qui est toujours recherché, c'est Mohamed Abrini. Est-ce que c'est lui qui est en fuite? L'homme à la veste blanche et au chapeau, effectivement. Mais il y en a forcément beaucoup d'autres. Et puis, juste une dernière chose, Salah Abdeslam commence à parler, mais Salah Abdeslam, dans ses auditions, et on commence à savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parle de son frère Ibrahim et dit à chaque fois
qu'on lui pose des questions. C'est mon frère Ibrahim qui m'a présenté, c'est mon frère. Prépare sa défense. Bien sûr. Et il est dans la préparation de la défense depuis le début. Quand il dit, l'une des premières infos qu'on a sur Salah Abdeslam, c'est oui, j'ai enlevé ma ceinture, je me suis pas fait exploser, je devais me faire exploser au Stade de France. C'était déjà pour dire, je n'ai tué personne. Et je pense que ça reviendra. Ok, j'étais dans la logistique, je veux aller à Paris. Absolument. Il y a une explication. Pourquoi il veut aller à Paris? C'est parce qu'à Paris, il va dire, je n'ai tué personne, j'étais dedans, mais je n'ai tué personne. À Bruxelles, il l'a déjà dit, je n'ai rien à voir avec Bruxelles. Donc ça va être ça va être son axe de communication, son axe de défense en fait finalement. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous sommes ce soir avec Raphaël Liogier, bonsoir, merci d'être avec nous, sociologue, spécialiste du fait religieux, auteur de La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle, chez CNRS Éditions. Nicolas Hénin est avec nous, consultant BFM TV. Bonsoir Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, auteur de Daesh, l'histoire aux éditions Martinet. Bonsoir Eliamine Setoul, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste de la radicalisation aux séries. Ces derniers éléments que l'on a découverts ce soir ensemble, je me tourne vers vous Raphaël Liogier parce qu'ils disent quelque chose du contexte dans lequel on vit. On le commentait il y a quelques instants ensemble. Le ministre de l'Intérieur qui se présente face aux caméras à 22h30 pour dire il se passe quelque chose, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais c'est important, mais dans le détail je ne vous dirai rien. Il y a un climat qui est à minima, alors les médias y contribuent, faut battre sa coupe en premier, mais il y a un climat qui est très étrange. Enfin, moi je suis de ceux qui pensent que ça porte préjudice à l'efficacité tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous parle de politique de sécurité, mais on met tellement en scène cette politique de sécurité que cette mise en scène finit par être préjudiciable à la sécurité, au ciblage lui-même. Je veux dire, la sécurité, ça suppose un minimum de discrétion, voire parfois du secret, et en dessous ça suppose une coordination. Aujourd'hui on est assez faible au niveau de la coordination européenne des services de renseignement, même militaires, des services de police. Par contre, on met en scène sans cesse des grands gestes. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait, comment dire, éviter de tout le temps s'exprimer à court terme là sur une action donnée, et puis éviter sur le moyen terme de justement mettre en scène l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de guerre des identités. Par exemple, quand on parle des quartiers, on dit certains quartiers par rapport aux autres. Je veux bien croire, il y a des quartiers particuliers qui sont des quartiers stratégiques, c'est vrai. Alors justement, Eliamine Setoul, depuis 48 heures, on parle une nouvelle fois de la Belgique, on a parlé de Bruxelles, de Molenbeek, on a parlé de Schaerbeek, de Forêt, et les Belges nous disent vous êtes gentils, vous avez vos Molenbeek à vous. Est-ce que Argenteuil, par exemple, on peut considérer que c'est un Molenbeek français pour reprendre toutes ces acceptions qu'on a entendues ces dernières heures? Je pense qu'Argenteuil et d'autres communes françaises sont structurellement comparables à Molenbeek, avec des taux de population issue de l'immigration et de culture musulmane très élevés, des taux de chômage très élevés, une espèce un sentiment de relégation qui est très partagé par la population, une relégation, une frustration qui est propice aussi au phénomène de radicalisation. Avec le développement de réseaux, Nicolas Hénin, il va falloir évidemment travailler ça, parce qu'on a pointé du doigt Molenbeek, mais en France, on le sait, je pense à ce petit village du Sud, il n'y a pas besoin d'être dans... Oui, j'étais cet après-midi. Il n'y a pas besoin d'être en banlieue d'une grande ville pour avoir des réseaux se développer, quoi. Non, tout à fait. En termes de radicalisation, le contexte le plus favorable, le pouvoir de la radicalisation, c'est le contexte qui vient d'être décrit, donc des quartiers un peu défavorisés, pour dire vite, donc où se développe un sentiment de marginalisation, mais il faut aussi toujours une figure de recruteur. Derrière tous les réseaux, tous les processus de radicalisation, il faut la conjonction de ces deux facteurs. Un recruteur dans un quartier sans problème ne réussira à rien, prêchera dans le vide, mais un quartier de la pauvreté, de la marginalisation seul ne débouchera pas sur de l'endoctrinement djihadiste. Il faut la grille de lecture, effectivement, la grille de lecture purement sociale, elle n'est pas efficace. Enfin, en tout cas, elle ne permet pas de comprendre l'ensemble du phénomène. Il y a aussi des jeunes qui sont fascinés par la violence, qui partent là-bas parce qu'ils sont fascinés par les jeux vidéo, la violence. Vous avez des jeunes qui partent pour des facteurs religieux. Alors c'est dur à comprendre pour des sociétés comme les nôtres qui sont sécularisées et fortement marquées par l'athéisme, mais il y a des gens qui pensent véritablement qu'en allant en Syrie, ils vont aider leurs frères sunnites et parfaire leur religiosité. Il y a aussi la rencontre, on parlait de la personne charismatique un petit peu qui arrive, et il y a toujours chez ces convertis, ou en tout cas chez ceux qui versent dans le radicalisme, l'idée d'un avant et d'un après. C'est-à-dire il y a toujours la période, mais ça c'est valable chez beaucoup de djihadistes, y compris des très célèbres comme Zarqawi, même comme Ben Laden, qui ont eu avant une vie dissolue et qui ont trouvé la voie à travers l'islam
l'islam, à travers une pureté d'une certaine façon. Il y a toujours un avant et un après. Pour les frères Bakraoui, par exemple, grand banditisme et radicalisation a priori récente. D'une certaine façon. Ouais. Mais non, justement, moi je crois que peut-être qu'aujourd'hui, il serait temps de remettre en cause nos théories et notre vision de ce qu'on appelle la radicalisation. Parce que, en fait, lorsqu'on parle de djihadisme, par exemple, on l'a dit, il y a une multitude de profils de gens qui partent en Syrie. Il y a des gens qui partent pour des raisons religieuses. Moi, je ne suis pas pour exclure la dimension religieuse. Qui partent même par désir d'aventure, une forme d'aventure un peu extrême. Il y a des gens qui partent parce qu'ils veulent faire la guerre, qui sont fascinés par la violence. Il y a une multitude de profils. On n'arrive pas à trouver exactement. Il y a des reconvertis, des gens qui sont convertis ou reconvertis, des salafistes, enfin tout ce que vous voulez. Mais par contre, on a des profils spécifiques sur les gens qui interviennent sur le sol français, alors qu'on a tendance à mélanger. Et là, il y a vraiment des profils spécifiques et c'est en train de se confirmer. Ces profils, quels sont-ils? Ce sont des gens qui ne se sont pas radicalisés au sens, je veux dire, étymologique du mot radicalisé, c'est-à-dire ils n'ont pas été endoctrinés par la théologie dans un processus long, ils n'ont pas été, ils sont pas passés par une intensification de leur pratique religieuse. En revanche, ils ont été embrigadés à partir d'un contexte. Et finalement, moi je ne dis même pas que c'est pas religieux, je dis qu'ils sont passés directement dans le djihadisme, sans passer par la case islam, et ils ont construit une religion du djihadisme en allant ensuite prendre des points particuliers qui justifiaient leur action. Ça, c'est très important. Je vous montre cette image, c'est en direct, à Argenteuil en ce moment, cette opération antiterroriste décrite tout à l'heure par Bernard Cazeneuve. Ça veut dire, si je poursuis votre raisonnement, je vous interroge tous les quatre, que c'est une nouvelle forme de violence, plus que du reste, une nouvelle forme de grand banditisme. Plus difficile à repérer. Beaucoup plus difficile parce que en réalité l'organisation ne se met pas en place comme dans le cadre de Daesh avec des gens qui font partie d'un certain milieu, de milieux qu'on va appeler disons d'islamistes parce qu'il y a un temps, il y a une progressivité. Non, là l'organisation se met en place à partir de l'objectif. Donc c'est beaucoup plus difficile de déterminer antérieurement en allant viser des milieux qui seraient des milieux d'islamistes, de salafistes et autres. Alors que le gouvernement choisit la facilité, c'est de viser ces milieux de salafistes. Alors justement, il y a manifestement à tout le moins un problème d'ordre intellectuel dans la façon dont on appréhende ces choses, Eliamine Setoul. Il faut peut-être repenser le programme, juste la façon de réfléchir à ce qui nous touche avec violence plutôt que de sans cesse courir derrière des solutions. Je pense qu'aujourd'hui on réagit de manière très très passionnelle, mais il faut faire On réagit déjà. On réagit tout à fait. Alors que faire un travail, à mon sens, un travail social beaucoup plus important, repenser la société, les espaces de brassage sociaux. On voit qu'aujourd'hui les écoles se ghettoisent, le service national n'existe plus, les églises sont désertées. Donc comment faire en sorte pour que les Français se côtoient beaucoup plus et arrêtent de percevoir le eux et le nous? Parce que ce qu'on voit dans les quartiers populaires très souvent, c'est un discours basé sur une vision manichéenne de la société, le eux et le nous, qui est propice à l'opposition. C'est la mise en scène de la guerre de civilisation. Il faut voir aussi la fantastique capacité de l'attractivité de Daesh, c'est-à-dire par rapport à Al-Qaïda, et remettre ça dans un contexte historique. Pour Al-Qaïda, vous avez 10 ans de guerre en Afghanistan, vous avez 40 Français qui vont là-bas. Pour la guerre en Syrie, vous êtes à plus d'1 millier et on est à quoi, 4 ans de guerre. Donc Al-Qaïda, c'est un mouvement de bourgeois. Ben Laden, c'est le fils Bouygues d'Arabie Saoudite. C'est l'enfant d'un milliardaire. Zarqawi, c'est un enfant des rues. Absolument. Et qui s'adresse aux enfants des rues. Tout à fait. Mais au-delà d'être un mouvement bourgeois, ce qui c'est vrai, au-delà de ça, justement, Al-Qaïda fonctionnait justement pour des intellectuels, pour des gens qui avaient une formation théologique, intellectuelle, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a une distinction entre les leaders ou alors des religieux, qui sont mais toujours, très érudits. voilà. Aujourd'hui, on a des leaders qui sont encore des érudits, mais qui ont compris qu'ils ne pouvaient plus fonctionner par la théologie pour toucher des populations en les embrigadant, parce qu'ils n'avaient pas le temps de les endoctriner, donc en jouant sur leur fragilité, leur désir de violence. Du coup, sur les images, sur la mise en scène de violence. Justement, l'imam, le calife Baghdadi, on l'a vu une fois au moment où il a proclamé son califat le 28 juin 2014 à Mossoul. Depuis, on ne le voit plus. Qui est mis en avant? Quelle est l'image, quelle est l'icône de l'État islamique? C'est le Kidam. C'est le Kidam qui a le doigt en l'air et qui va faire le djihad là-bas. C'est tout le monde à la fois, avec ses défauts, avec ses imperfections, avec ce que vous disiez sur le fait qu'ils apprennent le Coran sur Wikipédia. Voilà, avec une sophistication extrême de la mise en image, incroyable. On leur propose de raconter les choses. On leur propose le jeu vidéo et la production hollywoodienne pour se mettre en scène. Il me semble qu'il ne faut pas oublier une différence fondamentale entre Al-Qaïda et Daesh, c'est que Daesh est dans une stratégie de territorialisation
territorialisation. Ils veulent des combattants étrangers, mais ils veulent aussi des ingénieurs, ils veulent des ouvriers, ils veulent tout le monde. Parce qu'ils veulent occuper un territoire. Contre les trotskistes. Oui, c'est surtout de leur grande faiblesse, parce qu'ils manquent férocement de modestie. Or, la modestie est une vertu cardinale en islam. Et là, ils sont dans une démarche qui est extrêmement narcissique. Avec leur selfie, le doigt levé. Non, j'entends ce que vous dites, sauf que il y a des gens qui nous regardent qui se dire de quoi parle-t-il. Il y a 31 morts à Bruxelles, il y a eu 130 morts à Paris. Charlie et on revient un peu au basique, on fait de l'intelligence pour une fois. Non, c'est pas ce que je veux vous dire. C'est qu'en fait, dire que Daesh recule, dire que cette organisation est en danger, donc acculée, elle en vient à plus en plus d'attentats d'extrême en tout cas dans l'action violente. Ça n'empêche pas les populations d'être touchées, de souffrir. Tout le temps comme ça, c'est-à-dire que quand sur le terrain on perd des positions, il n'y a plus que la violence à part petits groupes qui fonctionne. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Le terrorisme fonctionne sur quoi? Sur la terreur. C'est-à-dire sur la diffusion massive d'opérations ciblées quand on n'arrive pas à gagner sur le terrain dans l'ensemble. Depuis très longtemps sur le terrain. C'est pour ça que moi je crois qu'aujourd'hui on fait, à mon avis, une erreur stratégique, politique, c'est de distinguer d'un côté la sécurité, d'un autre côté l'état de droit, qui est quand même notre caractéristique, en disant si on doit sacrifier une partie de l'état de droit pour plus de sécurité. Moi je ne crois pas ça. Je vous donne juste un exemple qui est avec le problème des informateurs. Quand on jette la suspicion sur un ensemble de populations, même sur des gens qui sont a priori fondamentalistes mais opposés au terrorisme, eh bien progressivement on se coupe de gens qui pourraient être des informateurs. Parce qu'eux-mêmes se sentent... En plus, ils sont assignés à résidence. Alors que parfois, ils sont, ces mêmes imams, par exemple, dans le collimateur de Daesh, parce qu'ils opèrent sur le même marché, mais ils interprètent de façon complètement dépolitisée. Vous voyez, donc... Je vous montre cette image une nouvelle fois. On est à Argenteuil en direct ce soir parce que c'est finalement ce qui est en train de se passer qui illustre la lutte sur laquelle nous échangeons ce soir. Bernard Cazeneuve est venu tout à l'heure face aux caméras, donc il y a moins de 3/4 pour dire nous travaillons. Il se passe des choses, nous interpellons. Ce soir, on voit deux voitures avec des gyrophares, quoi. Voilà, mais finalement, il n'y a pas beaucoup plus de choses que ce que vous a dit le ministre de l'Intérieur. Nous l'avons pointé du doigt ensemble, Régis Le Sommier, tout à l'heure. Ce qui était très beau, c'est que le ministre de l'Intérieur a appelé les médias à ne pas trop mettre en danger les travail des policiers, mais en même temps, lui-même vient nous expliquer ce qui est en train de se passer. Écoutez Bernard Cazeneuve, justement, qui salue le travail des forces de renseignement français. Cette arrestation est le fruit d'une enquête minutieuse, conduite depuis plusieurs semaines et qui a mobilisé d'importants moyens de surveillance physique et technique, ainsi qu'une coopération étroite et constante entre services européens. Je veux saluer à nouveau l'action inlassable de nos services de renseignement et de sécurité intérieure antiterroristes. Le gouvernement met tout en œuvre pour protéger les Français de cette menace. Nous restons et resterons d'une vigilance absolue. Les événements donc en cours ce soir, ces véhicules qui bloquent l'accès à une rue d'Argenteuil puisqu'une opération est en cours. Alors le ministre de l'Intérieur nous a expliqué tout à l'heure que le déminage était en train d'intervenir. Mélanie Vecchio, vous êtes sur place pour BFM TV. Opération de police d'envergure, manifestement plusieurs pâtés de maison ont été sécurisés. Oui, écoutez, nous nous trouvons à 200 mètres de l'opération de police. 2 voitures de police barrent la route, impossible d'accéder. Il y a un périmètre de sécurité qui a été installé. Alors il y a de nombreux habitants d'Argenteuil qui sont venus voir un petit peu ce qui se passait parce qu'évidemment ici la circulation est également coupée dans ces rues. Alors à 17h30, les habitants d'un immeuble ont été évacués. Actuellement, c'est une opération de déminage qui est toujours en cours pour que les policiers puissent procéder à la perquisition d'un appartement, du parking, mais aussi des parties communes de cet immeuble. Cette opération, en fait, elle fait suite, comme l'a dit Bernard Cazeneuve, à une interpellation. Cette interpellation, elle a eu lieu ce matin. C'est un homme de nationalité française qui a été arrêté par les services de la DGSI. L'homme fait partie d'un réseau terroriste et avait donc pour projet de commettre un attentat qui visiblement un projet qui était à un stade déjà avancé. Alors cette arrestation, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est le fruit d'une enquête de plusieurs semaines et pour l'instant aucun lien n'a été effectué entre cette opération et les attentats de Paris et de Bruxelles. Les rues ici sont toujours bouclées à l'heure où je vous parle. Mélanie Vecchio qui est donc dans le Val d'Oise ce soir à Argenteuil pour BFM TV, là où se passe donc cette opération de police. Dominique Rizet, on va répéter, tout à l'heure Bernard Cazeneuve, il est venu nous dire
qu'un attentat avait été déjoué, mais c'est tout ce qu'il nous a dit. Il est venu nous demander d'être prudents. De ne pas en dire trop, que un risque d'attente, voilà, que c'était une opération menée avec la police, la coopération des services européens, donc ça veut dire donc plusieurs services de police, pas seulement français mais aussi étrangers, le fruit d'une enquête minutieuse de plusieurs semaines pour protéger les Français de la menace, voilà. Donc on n'en sait pas plus. Vraiment, je vous assure que sur cette opération-là à Argenteuil, on a la sécurité publique qui bloque une rue, une perquisition en cours, une personne interpellée, le déminage sur place, mais on n'a pas plus d'éléments. Raphaël Lieuget. Un gouvernement, en particulier un ministre, c'est comme un pilote dans un État, donc comme un pilote en quelque sorte dans un avion, et qui a la responsabilité des passagers. Est-ce que dans le cas où il y aurait dans l'avion, imaginons, quelque chose de grave en train de se passer, et qu'on est en cours de le résoudre, on est sur le point de le résoudre, est-ce que vous imaginez le pilote en train de dire « Je vous dis qu'il se passe quelque chose de grave, mais enfin, on travaille pour vous, on fait ceci, on fait cela, etc. » Non, on ne fonctionnerait pas comme ça. Juste une seconde. On essayerait d'être le plus efficace possible, de donner les informations qui sont utiles, mettre ses ceintures, faire un certain nombre de choses, et ensuite débriefer au maximum la population. Alors que là, aujourd'hui, on fait en sens inverse. Non, et ça, c'est un vrai problème. On a besoin de démontrer ce soir, et l'opération de communication, si on peut l'appeler comme ça, du ministre, c'est qu'il y a vraiment un pilote dans l'avion. Ce qu'on a remarqué cet après-midi, c'est que sur la question des djihadistes, sur la question de la gestion finalement de ceux qui rentrent de Syrie, et bien que les contrôles n'étaient pas effectués, que Ibrahim el-Bakraoui est le revenu de Turquie, a pu se réintégrer dans la société belge, et que tout à coup, il y a un doute. Il y a un doute sur fait-on quelque chose, justement, est-on actif? Et là, la nécessité, je ne vais pas critiquer ouvertement le ministre pour avoir fait ça, parce que quelque part on a besoin de l'exécutif, on a besoin du retour de l'exécutif. C'est symbolique sans doute, bien sûr, ces voitures qu'on voit là, mais c'est important, c'est important aujourd'hui. Justement, je trouve qu'il y a un contraste, voire une disproportion, presque une dissonance entre d'un côté le fait qu'on ne fasse pas un effort de coordination des renseignements à l'échelle européenne qui aurait permis justement ce que vous êtes en train de dire, de faire des choses réelles, et puis d'un autre côté, une gestuelle, mais une sorte d'exhibition, une exhibition qui ne joue pas en faveur de la sécurité parce qu'elle ne joue pas en faveur du ciblage. Effectivement, ça reste une mesure à mon sens cosmétique, mais qui est aussi demandée par les Français. Les Français ont envie d'être rassurés. Bien sûr. Maintenant, il faudrait faire un travail de fond, notamment sur la coordination des services de sécurité européens. On sait que le renseignement, ça reste une prérogative souvent nationale et que les États ont du mal à partager l'information. C'est la France qui bloque le plus, apparemment, d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, je voudrais juste, Yamine Setoul, vous interroger sur un des éléments ce soir importants, c'est cette conférence de presse qui a eu lieu du petit frère de Najim Lachraoui, qui est présenté comme le deuxième kamikaze de l'aéroport de Bruxelles. Ce jeune homme est sportif de haut niveau, il est champion de taekwondo, il défend les couleurs de la Belgique. Il a dit ce soir, moi je comprends pas, enfin je suis juste attristé, apeuré. Voilà, et on le sentait complètement sonné. Évidemment, il s'est complètement désolidarisé de son frère, mais cet exemple nous prouve une nouvelle fois la complexité de ce qui se trouve face à nous. Tout à fait, on a vu beaucoup de fratries avec les Kouachi, les Mera, mais vous avez aussi des logiques individuelles. Et dans des familles, vous avez certaines trajectoires sociales de jeunes qui réussissent sportivement, mais aussi scolairement, professionnellement. Et puis vous en avez d'autres qui s'enferment dans des identités un petit peu mortifères et qui se radicalisent. Mais c'est la complexité des trajectoires sociales. Oui, parce qu'à chaque fois, on appuie sur un ressort qui est différent. Donc finalement, le système d'endoctrinement, il n'y a pas de mode d'emploi. Le ressort n'est pas différent, il y a quand même un point commun. Il y a des différences évidemment, mais il y a un point commun. Moi je l'ai défendu depuis, et je trouve que ça correspond encore, c'est-à-dire on a quand même affaire à des gens qui sont en quelque sorte des caïds ratés. C'est-à-dire des gens qui ont cherché à obtenir une position dominante, qui sont passés. Les frères Bakraoui, ils sont pas du tout des caïds ratés. Ce sont des mecs du grand banditisme, c'est des hauts profils. Donc on ne peut pas faire de généralité. En revanche, ce qu'on peut dire, tous dans la délinquance. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a deux frères visiblement qui ne correspondent pas au sociotype du djihad familial qu'on a décrit avant. Bien sûr, mais est-ce que vous en avez un seul qui n'est pas passé par la délinquance ? Non, mais c'est des gens qui c'est un second marché, de la délinquance. C'est très très complexe. Opération en cours donc dans le Val d'Oise à Argenteuil. Bernard Cazeneuve est venu tout à l'heure en direct à la télévision, 22h30. Il a convoqué la presse pour tenter d'en dire un peu plus sur ce qui se passait. Écoutez.
Cette opération fait suite à une interpellation importante effectuée ce matin par la Direction générale de la sécurité intérieure qui a permis de mettre en échec un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé. L'individu interpellé de nationalité française est suspecté d'être impliqué à un haut niveau dans ce projet. Il évoluait au sein d'un réseau terroriste qui projetait de frapper notre pays. Nous sommes avec Raphaël Yogi, qui est sociologue spécialiste du fait religieux. Nous sommes avec Dominique Rizet, notre consultant, Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, et Yamine Setoul, sociologue spécialiste de la radicalisation. Un mot, Dominique, sur ce qui se passe donc dans le Val d'Oise ce soir. Commençons à en savoir un peu plus. Alors donc, ce soir, interpellation à Argenteuil en cours avec perquisition après vérification du domicile d'un homme par le déminage. Alors, annonce du ministre de l'Intérieur, cet homme, ce serait un Français recherché depuis 2015, condamné à l'étranger dans une filière d'acheminement de djihadistes vers la Syrie. Ce serait une tête de réseau et cette interpellation, elle serait médiatisée ce soir parce qu'on est en alerte maximum en France parce que demain c'est vendredi saint et qu'on craint qu'il se passe quelque chose dans le contexte actuel avec les événements en Belgique et l'interpellation de Salah Abdeslam. Voilà donc. Communication du ministre, on avance un peu, mais en même temps on a le ministre qui nous demande, qui alerte la presse en disant communication importante à 22h30 et qui nous dit interpellation d'un homme qui préparait quelque chose dans un dossier antiterroriste et qui nous dit soyez prudents, n'en dites pas trop. Donc voilà, on en est ici en ce moment en attendant demain matin pour en savoir plus sur cette opération et sur cet homme qui semble quand même être une tête de réseau. Il y aura sans doute des précisions de Beauvau évidemment à venir ces prochaines heures. Mélanie Vecchio, vous êtes à Argenteuil ce soir pour BFM TV. Que voyez-vous, que savez-vous de ce qui se passe en ce moment? Eh bien écoutez, la rue est toujours cette rue qui mène à l'immeuble qui est en perquisition. Alors, on vous entend mal dans le Val d'Oise, on va essayer de remettre en place cette connexion, d'avoir une meilleure connexion évidemment. Opération en cours ce soir, interpellation aujourd'hui. Régis Le Sommier, il y a un contexte de tension totale et surtout le sentiment, j'imagine, pour beaucoup de gens, que ça ne s'arrête plus. Que c'est sans cesse. Les politiques parlent de guerre asymétrique pour certains spécialistes, mais donc c'est 24 heures sur 24 désormais. Je crois que malheureusement, on a pris un petit peu, il semble qu'on ait pris un petit peu l'habitude de ce genre de... Regardez l'année 2015 qui a commencé par Charlie Hebdo, qui termine par le massacre du 13 novembre. On a les attentats de Bruxelles, finalement. Il y a une sorte de... Je dis pas, on va pas s'installer dans cette horreur-là. Moi, je la compare un petit peu, j'ai beaucoup couvert l'Irak. En Irak, l'attentat est devenu la norme. C'est tous les jours. Pour marquer les esprits, il faut faire au minimum 100 morts, et les groupes le savent, les divers, pour pouvoir dire, imprimer sa marque et passer un message. Va-t-on voir... Alors ici, on n'est pas là, quand on entend Manuel Valls dire on est dans un contexte de guerre, on n'est pas dans un contexte de guerre dans le sens que nos cités ne sont pas détruites comme le sont les cités syriennes. On va pas à l'école en disant, on met pas nos enfants à l'école en disant, en craignant que ils ne rentrent pas. On n'est pas tout à fait dans ce site, mais on est quand même dans des situations où de plus en plus se multiplient sur notre sol et on se multiplie sur notre sol ce genre d'attentats qui tout à coup créent des zones de guerre, créent des moments où les blessures sont des blessures de guerre. Juste, on va retourner à Argenteuil parce qu'on a retrouvé Mélanie Vecchio. Mélanie, donc toujours ce barrage de police en cours. Hein. Exactement, hein. Toujours des véhicules de police qui barrent cette rue qui mène à l'immeuble qui est actuellement perquisitionné. Alors impossible évidemment de passer, de rentrer dans cette rue. Il y a de nombreux habitants d'Argenteuil qui sont venus ici un peu par curiosité, savoir ce qu'il se passait. Ils ont bien entendu écouter la déclaration de Bernas Cazeneuve et l'un d'entre eux me disait tout à l'heure, eh bien nous ne sommes pas rassurés par ce qu'il se passe. Nous avons peur, nous avons la peur au ventre.
bien sûr, d'autres personnes nous disaient que finalement, eh bien, ils s'attendaient à ce genre de perquisition. Alors, ces habitants de l'immeuble dans la rue dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, ont été évacués. Ils étaient aux alentours de 17h30. Une opération de déminage est toujours en cours pour que les policiers puissent effectuer, eh bien, des perquisitions, la perquisition d'un appartement, d'un parking et des parties communes de cet immeuble. Alors, vous le voyez, il y a un périmètre de sécurité étendu qui a été mis en place. Et cette opération, en fait, elle fait suite à une interpellation qui a eu lieu ce matin. Un homme de nationalité française qui a été arrêté par les services de la DGSI. Cet homme, eh bien, il fait partie d'un réseau terroriste et qui avait pour projet de commettre un attentat. Cette arrestation, comme le disait le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, eh bien, le de plusieurs mois, aucun lien n'était. Mélanie Vecchio, on a un problème de liaison avec vous ce soir dans le Val d'Oise, à Argenteuil, avec Hortense Gérard. Eliamine Setoul. Pour compléter ce qu'a dit mon collègue, je crois qu'il faut aussi saluer la résilience des sociétés françaises et européennes, parce que ce que souhaite Daesh finalement, c'est qu'il y ait une guerre civile entre les factions religieuses en France, entre les différentes communautés, et ça n'a pas eu lieu. Donc je pense aussi qu'il faut le saluer, parce que c'est très positif. Raphaël. Oui, moi je voudrais dire quelque chose, c'est que cette notion de guerre, il faut la manipuler avec beaucoup de précautions. Parce que finalement, l'idée de guerre de civilisation, de guerre des identités, c'est devenu en quelque sorte la marque de fabrique d'une certaine forme de terrorisme, en particulier de Daesh. C'est-à-dire que Daesh a besoin de justifier l'idée que c'est une guerre, parce qu'une guerre, ça a quelque chose de noble, ça a quelque chose d'héroïque quand on pense à la guerre. C'est pour ça que moi je dirais que ce n'est pas une guerre, c'est vraiment du terrorisme, et ce terrorisme doit être combattu avec les moyens, en le visant, parce que c'est quelque chose de spécifique. C'est vrai que, enfin, vous visant, je pense à ça, je me remémore surtout les communiqués de revendication de Daesh. C'est Daesh qui emploie le langage, en tout cas le champ lexical de la guerre. Et c'est vrai que nos responsables politiques y répondent avec les mêmes mots. C'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'inefficacité, voire à un certain niveau d'irresponsabilité, à faire quelque part le marketing de Daesh en reprenant des concepts, ce concept de guerre, d'opposition entre civilisations. C'est vraiment un problème. Et je vais vous dire... Mais après, il y a une réalité aussi. Il y a une réalité. Alors la réalité par rapport à nos hommes politiques, elle est qu'il faut aussi qu'ils se regardent en face par rapport au problème Daesh. Et par rapport, ça, je parle de la situation internationale et du contexte dans lequel s'est agrandi ce groupe. Quand on a d'un côté les Américains et même nous, on a commis un nombre d'erreurs incroyables. Je pense en particulier à l'invasion américaine de l'Irak, qui a été vraiment le début finalement de l'État islamique, parce que un des adjoints du général Petraeus, qui est l'un des généraux à avoir essayé de rétablir la situation en Irak au moment où elle devenait catastrophique, le colonel Keith Cullen a dit récemment, si nous n'étions pas allés en Irak en 2003, Daesh n'existerait pas aujourd'hui. Donc c'est clair, les Américains, le Pentagone, les hommes du Pentagone le reconnaissent. Aujourd'hui, on parle d'Abou Bakr al-Baghdadi, on parle c'est Daesh, la hiérarchie de Daesh a grandi dans les prisons américaines, à Kambouka, à Abu Ghraib, devant, finalement, ces gens-là ont pu mettre sur les fonds baptismaux les plans de leur organisation pendant leur incarcération en milieu américain. Donc c'est quand même assez dingue. Donc on a beaucoup de choses à se reprocher et nos hommes politiques non plus ne savent pas très bien quoi faire parfois. Ils se disent, on a une situation qui a dégénéré sur place, on a créé un monstre, on a armé parfois de façon inconsidérée des rebelles qui ont eux-mêmes donné leurs armes ou au Front al-Nusra ou à Daesh directement. Donc on est quand même dans des situations où on a beaucoup à se faire pardonner aussi. Juste avant que vous répondiez, Raphaël, juste avant cette information ce soir, Dominique, on suit évidemment ce qui se passe donc dans le Val d'Oise d'un côté, puis à Scarbeck, on apprend ce soir qu'il y a eu aussi des interpellations. 6 arrestations ce soir en lien avec les attentats. Là, c'est le parquet fédéral qui donne cette information. Scarbeck, Dominique, c'est un quartier où il y a déjà eu des perquisitions ces dernières 24 heures. Oui, c'est un quartier où il y a eu des perquisitions au cours des dernières 24 heures. On y a retrouvé dans un appartement des explosifs, 15 kilos de TATP, du liquide qu'on peut utiliser pour fabriquer des explosifs, un drapeau de Daesh, un appartement conspiratif, pour reprendre une expression consacrée effectivement. Donc on est dans un quartier très surveillé en ce moment en Belgique et dans les suites forcément des attentats et des affaires du 13 novembre qui nous concernent. Je voudrais revenir à ça parce qu'on a la sensation qu'il y a une formidable accélération de l'enquête. Est-ce que ça revient aux propos que l'on tenait tout à l'heure sur
cellule qui serait en train de mourir parce qu'elle a été démantelée en grande partie et du coup ça avance très vite maintenant? Ou est-ce qu'on appuyait seulement sur le bon bouton pour trouver le bon élément? On tire une ficelle, hein, Jean-Baptiste, ouais. On tire une ficelle. Là, on arrête des gens gens qui sont dans des appartements, qui sont protégés par des gens qui, en tout cas, s'ils ne les ont pas protégés intentionnellement, sont coupables de s'être tus, ou de n'avoir pas dit, ou de n'avoir pas dénoncé, ou d'avoir vu passer sans rien faire. Donc on va chercher ces gens-là, on leur pose des questions, et puis on voit aussi l'entourage. Ils ont utilisé des téléphones, donc on fait la géolocalisation, on remonte les appels. Effectivement, c'est une enquête classique, et on essaie de remonter jusqu'à la tête. Une partie du réseau a été pour l'instant neutralisée. Bon, il reste un homme dans la nature, hein, Mohamed Abrini, qui est l'homme qui avait été vu 2 jours avant les attentats avec Salah Abdeslam sur l'autoroute A1 en train d'acheter des sandwichs dans une station-service. C'est au moins une personne en liberté. Puis on a aussi cet homme avec la veste blanche à l'aéroport qui fait partie des personnes recherchées. Est-ce qu'Abrini et cet homme-là, est-ce qu'ils sont plusieurs? En tout cas, on fait leur entourage. C'est juste un travail classique de police judiciaire, et ces 5 personnes interpellées ne sont pas forcément des gens en lien directement avec les attentats, des gens auxquels la police veut poser des questions. Raphaël Yagi. Je veux dire justement à ce propos, c'est qu'une des grandes difficultés de ce nouveau terrorisme dans le repérage, c'est qu'on a du mal à le repérer antérieurement à la constitution d'un réseau ou d'un type d'organisation, mais qui se constitue pour un objectif. Alors que jadis, on pouvait repérer dans les années 90, par exemple, des groupes de gens qui étaient des islamistes radicaux, qui justement participaient à certains milieux. Aujourd'hui, c'est plus possible. On a parlé d'appartements. Ça se passe dans les appartements, ça se passe pas dans les mosquées. C'est-à-dire que c'est extrêmement sporadique dans l'émergence d'individus qui vont devenir des djihadistes terroristes. Par contre, ensuite, ils vont s'organiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois que le génie de Daesh, une de ses caractéristiques, c'est d'avoir compris qu'il y avait une transformation de la demande. Et donc de faire évoluer l'offre. Alors je trouve que c'est bien qu'on en parle puisqu'on est sur Business TV. Oui, Business TV sont nos voisins du 3e étage, mais bon, c'est dans la même maison, vous avez BFM, raison. ça veut dire quoi? Raphaël Yagi, mais justement, pardon, je rebondis là-dessus, j'interrogeais Lémine, c'est tout à ce sujet. On sait que ce djihad, et toutes les raisons en gros peuvent le justifier, si on prend le cahier des charges de Daesh, c'est la suite de ce raisonnement-là, c'est ça, c'est la séduction par tous les moyens possibles, même les moins avouables, peu importe, loin de la religion, il faut juste recruter. Le génie de Daesh, c'est d'avoir réussi à monter une communication qui peut séduire à la fois des jeunes en mal d'humanitaire, parce qu'il y a des jeunes qui partent vraiment pour aider leurs frères sunnites en Syrie, attirer des combattants aussi, des jeunes fascinés par la violence, attirer des jeunes qui ont une vision théologique fondamentaliste. Donc c'est ça la force de Daesh, c'est de réussir à attirer tous ces jeunes avec une communication high-tech. Et aussi avec des high profile, pour reprendre ce mot anglais. Pardon, j'insiste là-dessus, c'est très important. Tout à fait, il y a des ingénieurs, il y a des gens très qualifiés. Je parle high profile en termes d'éducation au sens universitaire du terme, hein, tout à fait, qui sont séduits par ce discours. On trouve effectivement des ingénieurs aujourd'hui chez des ingénieurs étrangers au sein de Daesh, et certains vous disent même, d'après les échos que j'ai eus, qu'ils n'ont pas trouvé leur place en France, et ils la trouvent dans cette communauté chaleureuse et musulmane. Dans le sens de ce que vous dites, regardez la façon dont sont constituées ces fameuses fiches qu'on a vues apparaître, les 22 000 noms qui auraient fuité, etc. Donc il paraît que vraisemblablement ce sont des documents authentiques, ou en tout cas une grosse partie. Le fait religieux est à peine mentionné. Il y a marqué connaissance de la charia, et bien souvent d'ailleurs autour c'est marqué basic, c'est-à-dire juste voilà. En revanche, l'activité professionnelle, electronics, dans ceux que j'ai pu voir, est marquée, et elle, très importante. On sent vraiment que la gradation, c'est-à-dire que c'est des fiches d'emploi, en fait, c'est des entretiens de recrutement qui ont donné ces fiches. Eh bien, il est plus important, on peut choisir d'être kamikaze, d'être soldat, d'être ambulancier, etc., etc. Mais notre métier avant est noté, et c'est là-dessus, évidemment, qu'on va être orienté et qu'on va pouvoir apporter à l'organisation. Donc tout ça est extrêmement codifié et extrêmement bureaucratique aussi. Et très loin du fondement religieux. Tout à fait. Il y a deux aspects. Il y a d'un côté ce que vous disiez, effectivement, je suis tout à fait d'accord, la spécialisation et la valorisation de la compétence. C'est très moderne finalement. Très moderne, et puis d'un autre côté, il y a la priorité donnée aux images sur la théologie et sur l'intellectualité, sur le raisonnement, même sur la connaissance du Coran et toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce que c'est pour s'adapter à cette nouvelle demande d'individus qui
peuvent se trouver en situation de devenir la nouvelle chair à canon de Daesh, mais qui ne vont pas faire l'effort de se mettre à l'arabe classique, de faire la prière de façon régulière, etc. Et parce que ça demande du temps. Dominique, on fait un petit point à 23h45 sur ce que l'on sait ce soir dans le Val d'Oise, donc opération antiterroriste en cours. Oui, opération antiterroriste en cours à la demande d'un juge antiterroriste, donc ça veut dire une opération avérée, préparée, le ministre de l'Intérieur l'a dit, un dossier sur lequel la police travaillait depuis longtemps. L'homme qui a été interpellé, un homme à notre connaissance pour l'instant, un Français recherché depuis 2015, condamné à l'étranger dans un procès de filière d'acheminement vers la Syrie, je dis bien condamné à l'étranger. Ce serait une tête de réseau. Donc cette interpellation, ça se passe à Argenteuil. On est à la veille du vendredi saint. Donc on est un vendredi. La plupart des actions terroristes menées ou intentionnellement terroristes, le Thalys, Némouche, l'hypercachère, tout ça, ça se passait des vendredis. On sait demain, on est à Argenteuil, que c'est un tweet qui nous est arrivé, que la Sainte Tunique est exposée à Argenteuil du 25 mars au 10 avril à la basilique Saint-Denis et qu'on y attend beaucoup, des milliers de catholiques. Juste un dernier mot pour dire que les interpellations qui ont eu lieu ce soir, c'était en fait à Bruxelles, pas dans le quartier de Schaerbeek, mais dans plusieurs quartiers de la ville, qu'il n'y a pas eu de coup de feu et qu'on attend un communiqué du parquet fédéral demain pour donner plus de détails sur ce qui s'est passé. La ville et tous les quartiers de Bruxelles sont concernés actuellement par ce qu'il se passe, forcément. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir.